Madame, Monsieur, bonsoir. Fiscalité au menu de questions écho ce soir. Tout d'abord, la place prépondérante de la réforme fiscale dans le prochain projet de loi de finances. Hier dimanche, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales de ce PLF 2022 présenté par la ministre de l'économie et des finances Nadia Fattah Alaoui. Il se veut comme point de départ pour la mise en œuvre des hautes orientations royales et du programme gouvernemental. Les grandes lignes directives s'articulent autour de la consolidation des bases de la relance de l'économie bien sûr nationale, du chantier de la généralisation de la protection sociale, des réformes profondes des systèmes de santé, d'éducation et d'administration et bien sûr notre sujet ce soir, la mise en œuvre de la loi cadre relative à la réforme fiscale. On rappellera les objectifs de cette loi cadre, ses composantes aussi, mais surtout nous discuterons des moyens de réussir sa mise en œuvre. Ce sera en compagnie de l'expert en fiscalité, Mehdi El Faker. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Mehdi El Faker, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc, les grandes orientations, j'ai rappelé un peu les grandes lignes, n'est-ce pas, de cette présentation qui a été faite hier par la ministre de l'économie et des finances de ce projet de loi de finances 2022. Donc, pas de surprise, Mehdi El Faker, par rapport à ces grandes orientations. Il n'y a pas eu de surprise, selon vous, sur les annonces que nous avons suivies? Non, absolument pas, parce que les orientations collent parfaitement à la ligne, enfin aux lignes directrices qui ont été déjà annoncées, c'est-à-dire que c'est une loi de finances qui s'inscrit dans un cadre global, c'est pour accompagner les chantiers de l'État, et il s'inscrit également dans le cadre de la réforme fiscale, c'est-à-dire la loi sur la réforme fiscale. Donc les orientations qui ont été annoncées, à la lecture de ces orientations, en tout cas de ce qui a été annoncé, il n'y a pas vraiment quelque chose qui surprend considérablement quoi que ce soit. Donc je pense que c'est des orientations qui ont été bien sûr reprises de l'ensemble de la ligne directrice, comme je l'ai expliqué, de la réforme fiscale, mais également au chantier de l'État. Parce qu'à partir de cette année, il est clair que l'État s'inscrit sur des chantiers à moyen et long terme. Nous avons un nouveau modèle de développement, nous avons des chantiers structurants d'État. Je ne vois pas comment une loi de finances devrait y déroger. Donc, en fait, si on lit un peu ces grandes orientations, on comprend que certes, il y a de l'espoir parce qu'on parle de relance économique, mais il n'y a pas de relance économique si les réformes ne sont pas mises en place, mises en œuvre en temps et en heure. C'est le défi à relever. Continuer à avancer sur les réformes fiscales tout en maintenant, bien sûr, une certaine résilience économique. C'est le grand challenge. Une partie des réformes qu'on doit envisager sont des réformes qui sont douloureuses. Je parle principalement de la réforme de la compensation. En même temps, ces réformes nécessitent beaucoup d'argent, donc je dirais une marge, des enveloppes budgétaires qui sont énormes et qui sont considérables, ce qui amènerait à penser, parce que nous sommes un pays fiscaliste par excellence, à une augmentation de la pression fiscale et également à une rationalisation qui pourrait à la limite être traitée même et considérée comme de l'austérité au niveau de l'orientation des dépenses publiques. Donc c'est le grand challenge aujourd'hui avec nos moyens à nous, comment faire en sorte que l'action de l'État soit orientée dans ce sens, c'est-à-dire avec les moyens de l'État, mais le grand challenge également, comment cette orientation de l'État pourrait drainer de l'argent et drainer de l'investissement et de l'initiative privée de la part du privé pour accompagner cette relance économique. Mais si la pression fiscale s'alourdit, Mehdi El Faker, vous le savez mieux que moi certainement, ça pourrait empêcher d'investir ou peut-être même d'engager des investissements à moyen ou à long terme pour bien sûr les entrepreneurs. Alors comment justement est-ce que vous pensez que la tâche sera facile pour essayer d'abord d'encourager cette reprise économique à travers naturellement l'investissement et la création de richesses et d'emplois, et de l'autre côté, ne pas répondre aussi à ces besoins, notamment pour des secteurs très budgétivores. Je parle là de la santé, mais aussi de l'enseignement et bien sûr de la réforme de l'administration. Ce sont des secteurs qui sont très budgétivores. Alors comment vous pensez que ce prochain gouvernement pourrait atteindre cet équilibre-là? Alors aujourd'hui, c'est l'art et la manière.
il faut des alternatives, il faut de l'audace politique, il faut du courage politique, parce que si nous allons adopter un raisonnement mécanique, et c'est la première école, hein, l'école bien sûr budgétaire, où nous avons pensé qu'au budget de l'État, c'est-à-dire orienter le budget de l'État de façon à maintenir les équilibres, je dirais, nécessaires pour maintenir et garder la souveraineté économique de notre pays et éviter un impasse et éviter de l'endettement, éviter une escalade de notre budget, c'est-à-dire investir beaucoup, dépenser beaucoup et avoir des moyens pour le faire sans nuire au développement économique. Et ça, je pense que c'est une tâche qui est très, très difficile au regard de niveau d'endettement qui est considérable. N'oublions pas aujourd'hui que le service de la dette il a atteint pratiquement 30 milliards de dirhams par an. C'est considérable et c'est colossal, sans oublier les dépenses de la compensation qui devraient augmenter avec le surenchérissement des matières premières. Il y a la deuxième école qui fait en sorte que la fiscalité, qui est bien sûr pour ne pas dire la source principale des ressources de l'État, de la recette de l'État, puisse être transformée en un vrai levier, c'est-à-dire faire disposer de l'argent à l'État, c'est-à-dire des budgets nécessaires pour fonctionner l'État et pour financer ces projets tout en stimulant l'économie. C'est l'art et la manière. Ceci ne pourrait se faire qu'à travers un encouragement de l'investissement. L'investissement, tout d'abord, va drainer de la valeur ajoutée, va drainer de la création des emplois, va permettre de récupérer des recettes fiscales et va permettre de créer un filet social et un filet socio-économique qui devrait permettre à l'État, d'alléger l'État et de permettre au privé de jouer son rôle. Si vous Mhm. parlez aujourd'hui de l'éducation et de la santé, il est temps pour reconsidérer l'objet et puis la contribution du privé. Plus le privé est actif sur ces domaines, plus nos concitoyens, ont les moyens pour se faire soigner et pour éduquer via le privé, plus l'État devrait avoir de la marge et avoir en quelque sorte des ressources supplémentaires pour financer sa politique et pour optimiser son action. C'est tout le raisonnement aujourd'hui qui devrait aujourd'hui intéresser le chef du gouvernement et je pense que là, c'est des alternatives politiques, c'est la confiance qu'on doit instaurer pour drainer de l'investissement, pas uniquement l'investissement étranger. Il ne faut pas se leurrer parce qu'au Maroc, nous avons de l'argent. Vous vous souvenez récemment du dernier chiffre qui a été annoncé par Banque el le niveau du cash qui circule actuellement est à des niveaux qui sont historiques. Si Mhm. nous arrivons à injecter ce cash dans le tissu économique, croyez-moi, ça va Formel, créer de la formel, me dit valeur ajoutée. Faker. Formel, parce que qui dit, Absolument, formel. oui, qui dit fiduciaire et cash à profusion dans les circuits de l'économie, dit aussi informel. Et c'est l'un des plus grands défis, vraiment dans le top 5 des plus grands défis de ce prochain gouvernement, c'est justement d'intégrer cet informel dans l'économie nationale. Absolument. Sachant que aujourd'hui, lorsque vous me parlez d'intégrer le formel, c'est à travers l'investissement. Aujourd'hui, cet argent, est-ce que c'est de l'argent qui est stocké? Alors là, c'est une perte énorme. C'est un manque à gagner énorme pour notre économie. Comment faire pour instaurer, renforcer, maintenir et entretenir cette confiance pour que cet argent soit injecté dans le tissu économique? C'est le grand challenge. Et là, c'est du politique. Ce n'est pas uniquement une action gouvernementale, mais il faut stimuler cette C'est-à-dire, confiance comment? pour que... Alors, effectivement, là, c'est des carottes fiscales à imaginer. Oui. C'est des carottes fiscales, c'est une revue du corpus qui régit le milieu des affaires pour instaurer cette confiance, pour faire en sorte que cet informel c'est-à-dire ne puisse plus vraiment trouver de différence entre le formel et l'informel, pour qu'il puisse s'intégrer pleinement. Je pense qu'il y a beaucoup de culturel, mais il y a aussi beaucoup de politique. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui est à la tête du gouvernement, qui est un homme issu des milieux des affaires. Il comprend parfaitement cette logique, il comprend parfaitement cette culture. Et c'est là où je parle d'alternative politique. Ce n'est Mhm. pas une politique ou des politiques sectorielles, étatiques dans le sens administratif, procédural du terme. Ce n'est pas des textes uniquement, c'est-à-dire il ne faut pas figer ces textes, les considérer en tant que tels, mais c'est toute une confiance à instaurer et à renforcer. Rappelez-vous de cette belle embellie
des débuts des années 2000, si vous vous rappelez aujourd'hui que le tissu économique marocain et l'économie marocaine s'est développé rapidement parce qu'à l'époque, il y avait de la confiance. Il y avait vraiment une nouvelle Absolument. ère qui a permis Mhm. un petit peu de stimuler cette confiance. Comment refaire le même exploit? C'est la grande Mhm. question. Et ça, c'est du 100% politique. Alors, c'est du 100% politique, mais c'est du 100% financier aussi, ce qui m'amène à parler de ce nouveau projet, hein, Mehdi Fakir, qui a été annoncé dans le cadre des grandes orientations de ce PLF 2022, qui bien sûr doit encore être discuté dans les deux chambres du Parlement et voté sous cette même coupole. Je parle ici bien sûr de ce projet Al-Forsa, après donc celui d'Intelaqa, qui normalement devait accompagner les jeunes entrepreneurs à lancer leur business, à les accompagner financièrement, mais aussi à leur assurer un accompagnement aussi technique. Alors, par rapport à Força, donc la différence entre les deux, Mehdi Fakir, si vous pouviez nous expliquer un peu davantage ces différences, notamment sur cette question très, très précise sur l'octroi de crédits sans condition. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous parlons d'une population particulière. Nous ne parlons pas d'opérateurs économiques classiques ou conventionnels. Nous Mhm, parlons, bien sûr, de jeunes entrepreneurs. Pour Intelaka, nous parlons je dirais, de projets à financer, mais pour ça, nous parlons d'initiatives privées à encourager. Dans les deux cas de figure, nous parlons de la même ligne et du même état d'esprit. Pour Força, c'est une action gouvernementale et étatique. Pour Ntelaka, il y a bien sûr la contribution du secteur financier et du secteur bancaire. Mais pour moi, personnellement, l'objectif étant le même. Il faut arrêter de croire que des initiatives de ce type-là, c'est ce qui va vraiment stimuler l'entrepreneuriat, je dirais, des jeunes. Tout d'abord, parce que l'ensemble, nous avons vraiment des expériences qui n'ont pas marché, parce que malheureusement, la composante accompagnement n'était pas entretenue, n'était pas assurée pour ces jeunes. Et deuxièmement, parce que l'université, l'école ou les milieux de l'enseignement et de la formation de ces jeunes n'enseignent pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une action procédurale, ce n'est pas de l'administratif. C'est quelque chose qui doit s'enseigner, qui doit être. Nous devons éduquer à l'entrepreneuriat. Et là, c'est un chantier de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va transformer un jeune diplômé en un entrepreneur. C'est mhm. tout l'art et la manière. Donc, ces initiatives devraient être entretenues, renforcées, encouragées, mais à elle-même, ce n'est pas suffisant pour créer cette révolution que nous souhaitons pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et là, effectivement, il faut, à mon humble avis, changer de formule en accentuant et en renforçant bien sûr la composante accompagnement. Et j'irais même jusqu'à proposer Mais à ce c'est du qu'un rôle de jeune ne qui soit. Mehdi Fakir, parce que cette question a déjà été posée dans cette même émission. C'est le rôle finalement de qui d'accompagner ces entrepreneurs? Parce que la C'est le rôle de banque, tout le monde. C'est tout le monde c'est-à-dire tout le sans monde. exception. Voilà. Pointons du doigt les L'université, responsables, Mehdi Fakir. voilà. Les universités, à travers les programmes, on n'enseigne pas que des matières académiques. Il faut également enseigner l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat pratique. Les banques, il ne faut pas uniquement financer et attendre les impayés qui vont tomber. Il faut également mettre en place les structures d'accompagnement et de suivi en essayant de les coller et de les adosser au financement. C'est-à-dire que le déblocage du financement devait être tributaire de la réalisation et de l'avancement du projet en intégrant une composante pédagogique. Je sais que pas mal de groupes bancaires ont déjà commencé à le faire à travers la mise en place d'incubateurs et je dirais, centres et de points d'encadrement pour ces jeunes, mais il faut encore renforcer cette composante et ne pas considérer que la relation avec ces jeunes est une relation purement commerciale, même Mhm. avec, bien sûr, l'action de l'État et la garantie de l'État. Et en dernier lieu, c'est les forces vives, la société civile, les associations interprofessionnelles, les associations, l'élite, les cadres. Il faut que ces cadres comprennent qu'il faut donner un peu de leur temps pour la collectivité. Il est temps de s'engager. C'est, à mon humble avis, le minimum. C'est même d'instaurer un service civil minimum. Quelqu'un Mhm. qui a de l'expérience et qui a un vécu devrait partager ce vécu avec nos compatriotes, nos jeunes, parce qu'ils en ont besoin et de ne pas considérer que c'est uniquement l'action de l'État. Il ne faut pas tout chérailler sur le dos de l'État. Je suis désolé de le dire, parce que l'action collective, c'est une action d'ensemble qui concerne et la société et bien sûr les parties prenantes.
OK. Bon, alors, bien sûr, avec vous, on ne peut pas, ne pas évoquer la question de la fiscalité pour, en tout cas, ce qui reste dans cette émission, on va le consacrer à cette question centrale de la fiscalité. Vous avez parlé de carotte fiscale. Moi, j'ai envie de vous parler, avant de parler de la carotte fiscale, parlons de cette réforme fiscale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'on a de la data, de la donnée qui puisse euh, déjà nous parler de dépenses fiscales, de l'utilité des dépenses fiscales? Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, nous disposons de ces données-là avant Oui, de parler de la collecte? absolument, parce que je dirais le package de tout projet de loi de finances contient un rapport sur les dépenses fiscales. Alors aujourd'hui, lorsque je parle de dépenses fiscales, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 28-29 milliards de dirhams, c'est tout simplement, entre parenthèses, les concessions fiscales de l'État qu'il va falloir vraiment décortiquer. Voilà. Et il est parfois regrettable de constater que certaines de ces dépenses sont des dépenses qui sont totalement justifiées. Écoutez, lorsque l'État décide d'exonérer l'appareillage pour handicapés, je suis désolé, c'est une dépense fiscale qui est totalement justifiée pour des raisons sociales et sociétales. Je Mhm. pense que le seul, je dirais la seule dépense fiscale qui, à mon sens, devrait vraiment susciter un débat et une discussion, et j'ai partout bien sûr, c'est un avis qui n'engage que ma modeste personne, c'est les carottes fiscales et les concessions et les exonérations de logement social. C'est On l'habitat, parle d'immobilier, là. c'est l'immobilier. Voilà. L'immobilier, Parce que voilà. l'immobilier est pointé Maintenant, du doigt depuis quelque temps maintenant, Mehdi Fakher. C'est-à-dire que absolument, c'est beaucoup la d'experts comme ouais. vous soulèvent cette Mhm, question de ces exonérations dont a joui ce secteur, notamment pour une certaine catégorie de logements, mhm, et qui mhm, mhm. aujourd'hui a montré eh bien, un statut Alors, obsolète à ce jour. alors, la question qui se pose aujourd'hui, sur le plan quantitatif, une bonne partie des objectifs de ces dépenses pour l'immobilier ont été atteints. Regardons aujourd'hui le nombre d'unités qui ont été écoulées. Regardez aujourd'hui le nombre de nos concitoyens qui ont pu en bénéficier. Maintenant, sur le plan qualitatif, c'est la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons financé bel et bien du logement social euh, sans, je dirais, parler de ghettoïsme, et je suis désolé de le dire, mais je sais ce que je vais dire maintenant, c'est un peu fort, mais on parle parfois de bidonville, mais aujourd'hui on parle de ville bidon. Donc malheureusement, le sujet, c'est que sur le plan purement qualitatif, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il a été mis fin aux conventions de l'État dans ce cadre-là, toujours dans le cadre bien sûr de ces exonérations fiscales, dans l'attente je dirais, d'un nouveau produit, d'une nouvelle vision de la part des pouvoirs publics. Mais je pense que le logement social, c'est fini dans le sens actuel, dans le sens conventionnel Mhm. du terme, et qu'on va s'attendre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, bien sûr, à une nouvelle formule qui devrait permettre cette fois-ci de mieux gérer la partie qualitative, sachant que il faut quand même être honnête intellectuellement sur le plan quantitatif. Regardons les chiffres. Effectivement, beaucoup de nos concitoyens ont pu en bénéficier. Très bien, comme une espèce de reddition des comptes finalement. Mehdi Fakher, on parle de réforme fiscale. Vous avez parlé, juste à l'instant, vous avez dit qu'il y ait du changement. Alors, donc, bon, bien sûr, il y a cette loi cadre qui a été votée avec l'ancien gouvernement et lors de l'ancienne année législative. Bon, il est clair qu'il y a beaucoup de changements qui sont attendus. Mais sur l'aspect mise en œuvre, qui doit être impliqué dans la mise en œuvre? Et peut-être rappelons avec vous, Mehdi Fakher, si vous le permettez, les points centraux de ce projet, de cette loi cadre sur la réforme fiscale. Ok. Alors, très rapidement, juste une petite précision sur ce que je viens de dire. Je ne généralise pas par rapport aux promoteurs immobiliers. Je sais que beaucoup d'entre eux sont soucieux, bien sûr, de la qualité des logements, mais juste pour dire que malheureusement, c'est je dirais en quelque sorte, une remarque d'ordre général. Ça, c'est Oui. juste pour dire que je ne généralise pas. Maintenant, pour ce qui est de la réforme fiscale, alors, la loi sur la réforme fiscale telle qu'a été votée euh, est je dirais, une transposition des recommandations des troisièmes assises de la fiscalité. Mhm. Et il reprend toutes les orientations du gouvernement en la matière, notamment pour aller vers une fiscalité
équilibrée. Je parle de façon pragmatique. Jamais on ira sur l'égalitaire, on ira sur l'équité à Équitable. 100%. Mhm, mhm. Voilà, on irait quand même sur une fiscalité équilibrée, parce que l'horizon de cette loi, c'est 5 ans. Oui. Jamais on réalisera une fiscalité, entre parenthèses, équitable en 5 ans. Jamais, au regard des impératifs budgétaires. Nous reprenons que le problème est le cas majeur, bien sûr, de la réforme de la TVA. Oh que dur, oh que difficile sont impacter le budget de l'État. Donc je pense que ça va être une tâche qui est très difficile. Je ne pense pas que pour cette première année du mandat gouvernemental, ce dernier aurait la marque pour l'appliquer, sachant que les grands traits vont vers une orientation sociétale, c'est-à-dire l'encouragement du social, veiller à ce que la fiscalité soit un vrai levier pour encourager la consommation, l'épargne, l'investissement, veiller à ce que la matière fiscale soit plus claire, sortir, entre parenthèses, de tout arbitraire, faire en sorte, bien sûr, que le civisme fiscal soit encouragé, faire en sorte que les droits des contribuables soient encouragés, mais Mais ça, ce également gouvernement, sévir. pour la première année, il ne peut pas le faire. Je ne pense pas qu'il aura la marche pour faire des choses spectaculaires. Je ne le pense pas. Pour Tout la d'abord première parce année, que mais pas pour le mandat. ouais, bien sûr, Juste pour qu'on... pas pour le mandat, non, non. Je Voilà. pense que le mandat, disons que le temps matériel, il est là. Mais n'oublions pas que pour ce projet de loi de finances, le gouvernement, la note d'orientation a été signée début août par le chef du gouvernement sortant. Les chantiers de l'État étant connus, nous sommes sur un nouveau modèle de développement qui vient bien sûr d'être émis. Nous avons des chantiers d'État qui sont urgents. Nous parlons bien sûr des orientations royales et des directives royales pour généraliser à l'horizon 2022 la couverture médicale avec des budgets qui sont conséquents. Donc je ne pense pas que la marge est là pour faire à travers le budget de l'État. Je le dis bien, Mhm, à travers le budget de l'État, je ne mhm. pense pas qu'on doit avoir vraiment une marge qui est spectaculaire. Mais je pense intimement également qu'aujourd'hui, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que la fiscalité soit considérée et bien sûr en s'appuyant sur cette loi, pardon, bien sûr de la réforme fiscale, qu'elle soit un levier. Il faut arrêter aujourd'hui de croire que la fiscalité c'est juste un poste budgétaire de recettes et que je dirais le raisonnement mécanique en augmentant les taux, non, non, c'est pas ça qui va permettre aujourd'hui de révolutionner la fiscalité. Il faut renforcer la confiance et puis il faut sévir avec l'insurrection fiscale. Pas la fraude fiscale, c'est encore pire. Parfois, il y a des formes d'insurrection fiscale. Et là, il faut sévir parce qu'il faut donner l'exemple. Et il faut que toutes les carottes fiscales et toutes les incitations fiscales soient revues, pas de façon à les éliminer, loin de là, les revoir pour voir le bon et le mauvais. C'est-à-dire, il ne faut pas dire un champ d'action n'est pas fiscalisé, il faut le fiscaliser. Loin de Mhm. là, il faut voir le pour et le contre et aller graduellement pour renforcer cette confiance et faire en sorte à ce que l'acte de contribution au budget de l'État soit un acte qui est national, patriote et civique. Vous avez ici, c'est du 360 degrés. Ce n'est pas uniquement le temps d'un projet de loi de finances. Il faut profiter de cette réforme et profiter de cette ligne directrice pour changer les choses. Et il est Mhm. temps, parce qu'on en a besoin. Et justement, bon, pour terminer, et c'est d'actualité aussi, et ça rejoint, n'est-ce pas, Mehdi Fakir, une des orientations du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui appelle tout le monde à s'acquitter de son devoir fiscal. Et là, je parlais des nouveaux contribuables, ou ce qu'on appelle dans le jargon euh, fiscaliste, les contribuables nouvellement identifiés, et ce rappel de la Direction générale des impôts. Oui, alors aujourd'hui, c'est une carotte fiscale, c'est la dernière amnistie en cours. Et là, c'est un appel à toutes les personnes qui ne sont pas identifiées fiscalement. C'est une aubaine pour tout d'abord s'identifier fiscalement et pour tout simplement obtenir cette amnistie une fois pour toutes et de faire un bon départ avec l'État. Aujourd'hui, les moyens de recoupement de l'État, je parle bien sûr de l'administration fiscale, sont énormes. Ils sont robustes, un bon système d'information, un moyen de recoupement, de traitement de l'information qui est très, 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 très poussé. Mais aujourd'hui, la loi aussi est en train de pénaliser le délit fiscal. Donc il faut faire Mhm. attention. Les pratiques du passé ne vont plus être admises. Je pense que le temps du chef de gouvernement, il était ferme en la matière, en incitant chacun à s'acquitter de sa contribution, de son dû fiscal. Donc à mon avis, aujourd'hui, il faut profiter de cette amnistie,
aller dans le sens de la mise en place d'une fiscalité, je dirais, équilibrée, mais il faut y aller graduellement, j'insiste beaucoup, parce que la mise en place d'une fiscalité équilibrée permettrait, bien sûr, de renforcer la confiance et d'éviter ces formes de fraude et d'insurrection fiscale qui, Mhm. malheureusement, font perdre beaucoup d'argent à l'État et, malheureusement, également, font également subir je dirais, des dommages énormes aux contribuables qui ne sont Rapidement, pas Mehdi soit bien. Farkel, juste pour rappeler, donc pour ces contribuables nouvellement identifiés, ils ont jusqu'au 31 décembre pour s'acquitter de quel dû exactement? Rapidement, on a quelques 30 secondes pour finir. Pour s'identifier. Ils vont D'accord. rien payer. Ils vont juste s'identifier pour commencer à déposer leur bilan à partir de cette année. Et pour le passé, on oublie le passé. On parle de personnes physiques, bien sûr. Alors, on parle bien sûr de personnes physiques et qui vont être désormais soumis principalement bien sûr à la CPU, la contribution professionnelle unique. L'avantage, c'est d'avoir, je dirais, le quitus fiscal, bien sûr, le sésame fiscal, cher, et puis permettre un petit peu de s'identifier pour pouvoir travailler dans le formel et éviter à l'avenir toute surprise qui pourrait s'avérer choquante pour beaucoup de nos concitoyens parce qu'il est temps de sortir de je dirais, de cette allure cachetière, parce que ça ne servira absolument à rien. Les choses sont en train de changer et l'État, il a tous les moyens pour traquer, entre parenthèses, je dis bled, avec toutes les réserves, Mhm. les fraudeurs ou les personnes qui ne Merci. s'acquittent pas. Et que les formes d'insurrection fiscale sont sévèrement pénalisées et sévèrement punies et sévèrement réprimées dans le cadre du Code général des impôts. Mehdi Farkel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.